un héritage au cœur de la discorde. La monarchie britannique a toujours fasciné par ses traditions, ses rituels et ses drames familiaux. Mais derrière les fastes et les cérémonies se cache une réalité plus âpre, celle des conflits d'intérêts, des rivalités personnelles et des stratégies de pouvoir. Ces derniers mois, une question en apparence intime a pris des proportions considérables. À qui doit revenir une partie des biens personnels de la reine défunte, ainsi que des privilèges hérités de la couronne? Camilla Parker Bowles, devenue reine consort aux côtés de Charles III, mène un combat discret mais déterminé afin de garantir un avenir à sa fille issue d'un premier mariage, Laura Lopes. Or, face à elle, le roi Charles et sa sœur, la princesse Anne, affichent une ligne de fermeté. Pour eux, ces actifs doivent renforcer la position de Catherine, princesse de Galles, afin de consolider la succession et l'image de continuité de la monarchie. Les racines d'un conflit familial. Au premier regard, la famille royale britannique incarne la stabilité et la continuité. Pourtant, sous l'apparence d'une institution solide, les tensions personnelles et les rancunes anciennes nourrissent depuis des décennies une atmosphère fragile. Pour comprendre la querelle actuelle autour de l'héritage, il faut revenir aux trajectoires personnelles des protagonistes et aux blessures laissées ouvertes par le passé. La mémoire encore vive de Diana. Le mariage de Charles avec Diana Spencer dans les années 1980 avait marqué une génération. La princesse des cœurs incarnait une modernité et une proximité avec le peuple que l'institution n'avait jamais connu. Sa mort tragique en 1997 a laissé une cicatrice profonde dans la mémoire collective. Dès lors, Camilla Parker Bowles, longtemps perçue comme la rivale de Diana, dut lutter pour être acceptée. Même si, avec le temps, son rôle a été légitimé par son mariage avec Charles en 2005, puis par son couronnement en tant que reine consort, une partie de l'opinion publique conserve l'image d'une femme entrée par effraction dans l'histoire royale. Cette perception joue un rôle souterrain dans la controverse actuelle. Tout geste de Camilla en faveur de sa fille peut être interprété comme une tentative de imposer une lignée étrangère à la maison Windsor. Laura Lopes, l'héritière invisible. Laura Lopes, fille de Camilla et de son premier mari Andrew Parker Bowles, a grandi loin des caméras. Mariée à Harry Lopes, elle est mère de 3 enfants et mène une vie discrète d'organisatrice d'expositions d'art. Contrairement à William et Harry, elle n'a jamais bénéficié de titres, de protection médiatique ou de responsabilités officielles. Cependant, dans l'intimité familiale, Laura reste au centre de l'attention de sa mère. Camilla, selon des proches, aurait toujours veillé à ce que sa fille ne soit pas éclipsée par la nouvelle vie royale qu'elle a embrassée. Pour Camilla, l'idée que Laura soit complètement exclue d'un partage patrimonial représente non seulement une injustice, mais aussi un danger moral, celui d'effacer symboliquement une partie de son identité. Charles et Anne, gardiens de l'orthodoxie. Face à cette volonté, le roi Charles III et sa sœur Anne adoptent une position claire. Les biens liés à la couronne doivent rester entre les mains de ceux qui garantissent la succession directe. Charles, après des décennies d'attente avant de monter sur le trône, est obsédé par l'idée de stabilité. Toute dilution des patrimoines familiaux au profit d'héritiers extérieurs pourrait, selon lui, miner la légitimité de William et Catherine, sur lesquels repose l'avenir immédiat de la monarchie. La princesse Anne, réputée pour son franc-parler et son sens du devoir, se range à cette logique. Depuis toujours, elle défend une vision rigoureuse. La monarchie n'est pas une famille comme les autres, mais une institution politique. Les sacrifices personnels sont inévitables et il ne peut être question, selon elle, d'accorder des privilèges à quelqu'un qui n'appartient pas au cercle royal par le sang. Des rancunes héritées du passé. À ces divergences viennent s'ajouter des rancunes anciennes. Les enfants de Camilla, Laura et Tom Parker Bowles ont parfois été tenus à distance des cérémonies officielles, ce qui a nourri un sentiment d'exclusion. Laura, bien qu'amie proche des princes William et Harry dans sa jeunesse,
n'a jamais occupé une place de premier plan lors des grands événements. Le contraste entre sa discrétion et la mise en avant constante de Catherine Middleton, devenue princesse de Galles, est aujourd'hui frappant. Catherine, par son origine roturière, symbolise l'ouverture de la monarchie à la société moderne. À l'inverse, Laura incarne une descendance non royale qui ne trouve pas sa place dans le système. Une fracture entre maternité et monarchie. Au fond, de l'affaire oppose deux logiques irréconciliables, celle de la maternité et celle de la monarchie. Camilla se bat pour une fille qu'elle considère comme légitime héritière de son amour et de ses sacrifices, tandis que Charles et Anne se battent pour une institution qui ne peut survivre qu'en fermant ses frontières symboliques. Ce dilemme n'est pas nouveau. La royauté a toujours dû arbitrer entre vie privée et devoir public. Mais cette fois-ci, l'équation prend une dimension plus intime encore, car elle touche au rôle de Camilla elle-même, longtemps contestée, aujourd'hui remise en question par sa volonté d'accorder une part de légitimité à sa propre descendance. Les enjeux financiers et symboliques de l'héritage. Lorsqu'on parle d'héritage au sein de la monarchie britannique, il ne s'agit pas d'une succession ordinaire. Derrière chaque objet, chaque demeure, chaque bijou, se cache une charge historique et une portée symbolique qui dépasse largement le cadre familial. La controverse autour de Camilla, Charles et Anne illustre à quel point la question financière s'entrelace avec des enjeux politiques et identitaires. Un patrimoine aux multiples dimensions. Le patrimoine concerné ne se résume pas à des actifs personnels. Il comprend des propriétés immobilières, certaines demeures de campagne et résidences secondaires, détenues en partie à titre privé, ne relèvent pas directement du Crown Estate, qui appartient à l'État et dont les revenus reviennent à la couronne, non aux individus. Ces maisons incarnent de la mémoire d'une dynastie et sont des lieux de rassemblement symboliques, des bijoux et œuvres d'art. Hérités au fil des générations, ces objets sont à la fois des trésors esthétiques et des témoins d'histoire. Leur valeur marchande se chiffre en millions, mais leur poids symbolique est inestimable. Des avoirs financiers privés, placements, actions, donations, des éléments souvent tenus secrets, mais qui nourrissent les spéculations. Selon des analystes, l'ensemble des biens personnels de la reine défunte et de la lignée Windsor pourrait atteindre plusieurs centaines de millions de livres sterling. C'est dans cette masse patrimoniale que se situe le point de friction. Quelle part peut légitimement revenir à Laura Lopes, fille de Camilla? La position de Camilla, justice et équité. Camilla, désormais reine consort, défend l'idée que sa fille ne doit pas être oubliée. Dans son entourage, on rapporte des confidences où elle aurait exprimé un sentiment d'injustice. Je n'ai jamais demandé que Laura soit reconnue comme princesse. Je veux simplement qu'elle reçoive ce qui lui revient de droit en tant que membre de ma famille. Cette revendication n'est pas seulement financière. Elle traduit la volonté de Camilla de réconcilier sa vie de mère avec son rôle royal. Après avoir longtemps subi les critiques et les humiliations publiques, elle espère obtenir une reconnaissance indirecte pour sa fille, comme une revanche contre le destin. Certains proches affirment que Camilla aurait déjà envisagé de constituer une dotation ou une fondation culturelle au nom de Laura, afin de lui assurer un rôle public discret mais valorisant. D'autres insistent sur le caractère maternel de sa démarche. Il ne s'agit pas de défier la couronne, mais de protéger une descendante qui n'a pas choisi d'être mêlée à ces débats. La fermeté de Charles et Anne. De l'autre côté, Charles et sa sœur Anne adoptent une posture intransigeante. Pour eux, les biens doivent servir à renforcer l'assise de Catherine, princesse de Galles, et par extension de ses enfants, George, Charlotte et Louis. Leur logique est institutionnelle. Chaque ressource consolidée autour de William et Catherine garantit la continuité de la monarchie. Anne, connue pour son pragmatisme, aurait confié lors d'une réunion privée que céder un patrimoine à Laura créerait un dangereux précédent. Si nous ouvrons la porte, demain d'autres alliés par mariage réclameront leur part. Charles, lui, redoute que cette division patrimoniale soit exploitée par les républicains, qui pourraient l'accuser d'affaiblir l'héritage national. Cette position révèle un choix stratégique.
Catherine, par son charisme et sa popularité, est devenue l'atout principal de la famille royale. Lui garantir une assise patrimoniale solide, c'est renforcer la confiance du peuple envers l'avenir de la couronne. L'héritage comme symbole de légitimité. Au-delà des chiffres, l'enjeu est profondément symbolique. Les bijoux portés lors des couronnements, les tableaux exposés dans les palais, les domaines ouverts au public ne sont pas que des possessions. Ils incarnent la mémoire collective. Céder une part de ses biens à Laura Lopes, une figure extérieure au cercle royal de sang, reviendrait à brouiller la ligne de succession aux yeux de nombreux Britanniques. Inversement, refuser toute reconnaissance pourrait être interprété comme un déni des réalités modernes. Dans une société où les familles recomposées sont fréquentes, pourquoi la monarchie devrait-elle ignorer ces évolutions? Des historiens rappellent que d'autres monarchies européennes, comme en Espagne ou en Suède, ont su intégrer des héritiers par alliance ou assouplir certaines traditions. La rigidité britannique, si elle persiste, pourrait accentuer le fossé entre la couronne et une société en quête d'égalité et de justice familiale. Une tension entre modernité et tradition. Camilla incarne la modernité, celle d'une mère qui revendique l'égalité et l'inclusion. Charles et Anne incarnent la tradition, celle d'une monarchie qui ne survit qu'en préservant ses frontières symboliques. L'héritage devient ici bien plus qu'une question de biens matériels. C'est un miroir tendu à la société britannique, où se reflètent à la fois les valeurs d'hier et les aspirations d'aujourd'hui. Les répercussions politiques et médiatiques. Le conflit autour de l'héritage ne se joue pas seulement dans l'intimité des palais royaux. Il s'est rapidement transformé en un sujet brûlant de débat public, amplifié par les médias britanniques et internationaux. Dans un royaume où la monarchie reste un pilier de l'identité nationale, mais suscite de plus en plus de critiques, chaque geste, chaque déclaration des membres de la famille royale devient matière à interprétation. La machine médiatique en action. Les tabloïds britanniques, connus pour leur appétit insatiable de scandales, se sont immédiatement emparés du sujet. Le Daily Mail a titré à la une « Camilla contre Charles, la bataille pour l'héritage », tandis que The Sun publiait des photomontages montrant Camilla et Catherine face à face, comme deux rivales dans une arène. À l'opposé, la presse plus institutionnelle, comme The Times ou The Guardian, a analysé la situation sous un angle politique. Certains éditorialistes y voient un révélateur des tensions internes de la monarchie. D'autres dénoncent une mise en spectacle qui fragilise une institution déjà éprouvée par les scandales récents. Les réseaux sociaux, eux, ont amplifié la polémique. Sur X, ex-Twitter, le hashtag Camilla vs Charles a figuré plusieurs jours parmi les tendances, alimenté par des milliers de commentaires oscillant entre humour, indignation et soutien. L'opinion publique divisée. Ce tumulte médiatique a accentué la division de l'opinion publique britannique. Les partisans de Camilla estiment que son combat humanise la reine consort. Ils la voient comme une mère avant tout, prête à se dresser contre l'intransigeance des traditions pour défendre sa fille. Pour eux, la monarchie devrait évoluer et refléter les réalités des familles recomposées. Les défenseurs de Charles et Anne, en revanche, rappellent que la monarchie n'est pas une famille comme les autres. Ils jugent légitime de réserver les ressources aux Windsor de sang afin de préserver la clarté de la succession et l'autorité symbolique de la couronne. Un sondage réalisé par l'Institut YouGov aurait montré que près de 45% des Britanniques comprennent la position de Camilla, tandis que 40% se rangent derrière Charles et Anne. Le reste, environ 15%, se dit indifférent ou fatigué de ces querelles familiales exposées sur la place publique. Le spectre du républicanisme. Ce conflit a également réveillé le débat récurrent sur la pertinence de la monarchie dans une société moderne. Les républicains, notamment en Écosse et en Australie, n'ont pas manqué d'exploiter la controverse. Pour eux, cette « guerre d'héritage » illustre l'archaïsme d'une institution fondée sur des privilèges héréditaires plutôt que sur le mérite. En Écosse, où les indépendantistes du SNP relancent régulièrement la question de l'avenir monarchique, l'affaire a été citée dans les débats parlementaires comme exemple de la déconnexion de la famille royale avec les préoccupations du peuple. En Australie,
Certains commentateurs politiques ont évoqué la possibilité d'un référendum sur la République, soulignant que ces querelles privées ternissent l'image d'une institution censée incarner l'unité. La stratégie de communication de la couronne. Consciente du danger, la Maison royale a adopté une stratégie de communication prudente. Aucun communiqué officiel n'a confirmé ou infirmé les rumeurs, mais plusieurs fuites orchestrées semblent avoir pour but de désamorcer la polémique. On a vu apparaître dans certains journaux des articles insistant sur l'unité retrouvée de la famille royale lors d'événements publics ou mettant en avant les activités officielles de Catherine et William pour détourner l'attention. Malgré ces efforts, les images parlent d'elles-mêmes. Lors de certaines apparitions récentes, Camilla et Charles ont été photographiés côte à côte, mais leurs gestes semblaient distants, renforçant l'idée d'une fracture interne. Les caméras ont capté ces détails avec insistance, et les experts en langage corporel invités sur les plateaux télévisés n'ont pas manqué de spéculer. Une bataille d'images et de récits. Dans cette affaire, le véritable terrain de bataille n'est pas uniquement patrimonial, il est surtout médiatique. Chaque camp cherche à imposer son récit. Camilla comme une mère courage, prête à défier l'orthodoxie pour protéger sa fille. Charles et Anne comme gardiens de la tradition, responsables de la survie d'une institution fragile. Cette dualité nourrit l'imaginaire collectif, rappelant les grands drames familiaux qui ont marqué l'histoire royale, de la crise d'Edward VIII en 1936 à la mort de Diana en 1947. L'impact international. Au-delà des frontières du Royaume-Uni, la controverse est scrutée avec curiosité. La presse américaine, friande de scandales royaux, a comparé cette querelle à une série Netflix en temps réel. En France, certains éditorialistes voient dans cette affaire une illustration des contradictions d'un système à la fois archaïque et moderne. En Australie et au Canada, où la monarchie britannique conserve un rôle institutionnel, l'affaire relance les discussions sur l'opportunité de couper le cordon avec Londres, vers un compromis ou une rupture. Alors que la polémique sur l'héritage s'étend et alimente les discussions publiques, une question demeure: comment ce conflit familial peut-il se résoudre sans fragiliser davantage l'image déjà fragile de la monarchie britannique? Les scénarios envisagés par les observateurs oscillent entre la recherche d'un compromis discret et le risque d'un affrontement ouvert aux conséquences imprévisibles. Le scénario du compromis. Dans les coulisses de Buckingham, plusieurs conseillers prônent l'apaisement. Selon eux, il serait possible de trouver un terrain d'entente qui sauverait la face de chacun. Une hypothèse souvent évoquée consiste à accorder à Laura Lopez une part d'héritage sous forme privée et symbolique, par exemple une collection de bijoux ou une demeure secondaire, tout en préservant l'essentiel du patrimoine pour Catherine et ses enfants. Ce compromis permettrait à Camilla de remplir son rôle de mère protectrice sans donner l'impression que la lignée Windsor s'ouvre à des héritiers extérieurs. Les tenants de cette solution rappellent que, dans d'autres moments de crise, la monarchie a su jouer la carte de la discrétion et du pragmatisme. Sauver la dignité de chacun sans ébranler la couronne, résume un expert royal interviewé par la BBC. Le scénario de la rupture, mais un autre scénario, plus sombre, se dessine également. Si Charles et Anne persistent dans leur refus catégorique, Camilla pourrait se sentir trahie et marginalisée. Ce sentiment de mise à l'écart risquerait de ressurgir dans ses relations personnelles avec le roi, donnant l'image d'un couple divisé au sommet de la monarchie. Dans le pire des cas, certains commentateurs évoquent la possibilité que Camilla, par fidélité à sa fille, prenne des initiatives personnelles. Créer une fondation, accorder des donations privées ou même s'exprimer publiquement pour justifier sa position. Une telle démarche provoquerait une onde de choc médiatique et politique. L'idée d'une reine consort en opposition ouverte avec le roi serait sans précédent dans l'histoire récente. Les conséquences institutionnelles. Au-delà des dynamiques familiales, l'issue de ce conflit pourrait avoir des conséquences institutionnelles. Un compromis renforcerait l'image d'une monarchie capable d'évoluer avec son temps, attentive aux réalités modernes des familles recomposées. Une rupture, en revanche,
alimenterait les critiques républicaines et renforcerait le discours selon lequel la couronne est prisonnière de ses traditions et incapable de s'adapter. De plus, l'avenir de Catherine, déjà considérée comme l'épine dorsale de la famille royale aux côtés de William, est directement lié à cette controverse. Toute perception de fragilisation de son statut pourrait affaiblir la confiance du public dans la succession. À l'inverse, si Catherine émerge comme la grande gagnante de ce conflit, elle apparaîtra encore davantage comme l'incarnation du futur de la monarchie. Les regards tournés vers l'avenir. Pour l'heure, aucun signe clair ne permet de savoir quelle direction prendra cette affaire. Camilla continue de défendre silencieusement les intérêts de Laura, tandis que Charles et Anne affichent une fermeté inébranlable. Entre les deux, William et Catherine demeurent officiellement en retrait, mais leur silence est lui-même lourd de sens. Ils laissent entendre que leur avenir repose sur l'issue de cette bataille. Des proches du palais évoquent une atmosphère tendue lors des dîners familiaux, où le moindre échange de regards ou de mots est scruté. L'ombre de Diana, encore présente dans la mémoire collective, plane sur ces débats. La peur de voir ressurgir des fractures qui rappelleraient les années 1990 est palpable. Une monarchie à la croisée des chemins. Le choix entre compromis et rupture ne concerne pas seulement l'héritage matériel, mais l'avenir même de l'institution. Les Windsor ont toujours survécu en se réinventant au fil des crises, mais cette fois-ci, l'équation semble plus délicate, car elle oppose l'amour d'une mère aux nécessités de l'État. La question reste entière. La famille royale saura-t-elle trouver un équilibre entre tradition et modernité, ou bien s'engagera-t-elle dans un conflit qui marquera durablement son histoire?